Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Alors, puisque le spin concerne les rotations, nous allons regarder les rotations d'un peu plus près. Alors, commençons par les rotations à deux dimensions, c'est-à-dire considérons les rotations d'un angle quelconque dans le plan autour d'un point central, comme un disque que l'on fait tourner ou comme une vis. Donc, on a un objet de forme quelconque et avec un point central, et on considère l'état le même. Ouais, c'est pas facile de dessiner le même truc. Voilà, donc le même objet un peu déformé ici, mais c'est pas grave. Tourné d'un angle alpha. Donc mon hélice ici, je l'ai fait tourner d'un angle alpha. L'ensemble de ces rotations, c'est-à-dire l'ensemble de tous les angles alpha, peut être considéré, c'est assez pratique, comme les points d'un cercle qui donnent l'angle de rotation. C'est-à-dire qu'on prend un cercle et un point quelconque sur ce cercle, et l'angle ici est l'angle alpha de rotation. Considérons maintenant deux rotations successives, une d'angle alpha 1 et une deuxième d'angle alpha 2, que l'on combine. Donc on va avoir alpha 1, puis une deuxième rotation d'angle alpha 2, donnant ainsi une rotation totale. Cela donne, c'est assez clair, une rotation d'angle alpha qui est la somme des deux, alpha 1 plus alpha 2, que l'on note aussi alpha 2 rond alpha 1. J'ai utilisé ici le symbole rond, petit rond, pour indiquer la combinaison de deux rotations. C'est très commun dans les transformations d'utiliser cette notation. L'expression avec le petit rond se lit de droite à gauche. Donc une rotation d'un angle alpha 1, puis une rotation d'un angle alpha 2. On peut aussi effectuer la combinaison dans l'autre sens. Effectuer une rotation d'un angle alpha 2, puis une rotation d'un angle alpha 1. On obtient bien entendu aussi une rotation d'angle alpha 1 plus alpha 2. Et donc, alpha 2 rond alpha 1 est égal à alpha 1 rond alpha 2. Peu importe l'ordre dans lequel j'effectue mes deux rotations, ça revient au même dans tous les cas. Les transformations par rotation forment ce qu'on appelle un groupe au sens groupe mathématique, qui est un objet mathématique bien précis. La théorie des groupes est très vaste, très riche et très complexe. Elle est omniprésente en physique et en mathématiques, car elle est très utile pour représenter toutes sortes de transformations, comme les rotations, ou de symétries. Les symétries en physique ou en mathématiques ont un sens plus large qu'au quotidien. Au quotidien, on considère essentiellement la symétrie gauche-droite, comme lorsqu'on se regarde dans un miroir, mais en physique, on considère toutes sortes de transformations qu'on appelle des symétries. Et en gros, ça revient à dire, si ça se représente par un groupe, c'est une symétrie, une transformation de symétrie. Elle a aussi des outils associés qui sont très puissants, et donc cela implique automatiquement son usage fréquent. Et ces groupes nous seront aussi utiles pour parler du processus et de raisonnement et du spin. Et heureusement d'ailleurs pour nous ici, bien que cette théorie soit très riche et très complexe, la définition d'un groupe, la définition précise, est plutôt simple. Et elle est assez simple pour être donnée ici. Vous ne creusez pas trop la tête, mais les explications ne sont pas très difficiles. Alors on appelle Granger
un groupe qui est un ensemble d'éléments petit g. C'est un ensemble d'éléments qu'on note G, avec parfois un indice G1, G2 pour distinguer différents éléments. Ces éléments G appartenant à grand G. Ce groupe et ces éléments sont a priori sans nature, sans structure. C'est juste vu comme un paquet de choses simples, élémentaires. Par exemple, l'ensemble des rotations à 2 dimensions, toutes les rotations possibles. Et on ajoute une opération entre les éléments. Par exemple, la combinaison de 2 rotations que nous venons de voir. Avec quelques règles simples. Alors, première règle, pour tout élément G1 et G2 du groupe, G1 rond G2 appartient, on note souvent appartient comme ceci, appartient à G. C'est-à-dire que la combinaison de 2 éléments du groupe est un autre élément du groupe. On dit que c'est une loi interne. Deuxièmement, pour tous les éléments du groupe, on a G1 rond G2 rond G3, avec des parenthèses, est égal à G1 rond G2 rond G3. Bon, c'est la règle dont nous aurons le moins besoin ici dans cette série, mais elle existe. On dit que la loi est associative, et on vérifie facilement qu'elle est vraie pour nos rotations. Troisièmement, il existe un élément neutre, on l'appelle aussi identité, et on le note E. On le note parfois aussi id pour identité. Et cet élément neutre est tel que pour tout élément du groupe, G rond E est égal à E rond G est égal à G. C'est-à-dire que cet élément n'affecte pas les autres éléments. Pour nos rotations, c'est la rotation d'angle 0. Évidemment, une rotation d'angle 0 ne fait rien. Elle ne bouge rien, ne change rien. Et si on la combine avec une autre rotation, on retrouve cette autre rotation tout simplement. Et quatrièmement, pour tout élément G du groupe, il existe un élément, noté G exposant -1, qui est appelé l'inverse, inverse de cet élément, est tel que G rond G-1 est égal à G-1 rond G égale E, l'identité. C'est-à-dire qu'on a une opération inverse qui annule l'effet de l'autre opération. Pour une rotation d'un angle alpha, c'est la rotation d'un angle moins alpha, qui revient au point de départ, donnant une rotation nulle. Ou ce qui revient au même, une rotation de 360 degrés, un tour complet, moins alpha. Si on veut garder des valeurs positives. Ou alors on peut aussi noter 2π moins alpha. Un tour complet étant 2π, si on note les angles avec en radians plutôt qu'en degrés. En physique et en mathématiques, on utilise très souvent, c'est habituel, les notations des angles en radians parce qu'elles ont des propriétés un peu plus simples. Alors, si pour tous les éléments, si, c'est pas une obligation pour les groupes, certains groupes peuvent le respecter, d'autres pas, mais si pour tous les éléments, on a aussi G1 rond G2 égale G2 rond G1, c'est-à-dire que peu importe l'ordre des éléments, dans ce cas, on dit que le groupe est commutatif. On dit aussi qu'il est tabélien. Ce nom vient du nom d'un mathématicien qui les a beaucoup étudiés au départ, lors de la naissance de la théorie des groupes. C'est le mathématicien Abel.
Et c'est le cas de nos rotations. Nos rotations à 2 dimensions, hein, on a vu que c'était commutatif, abélien. Et donc, l'ensemble des rotations forme un groupe abélien. Si le groupe, pour d'autres groupes, n dit non abélien, ce n'est pas le cas si on n'a pas cette relation, alors on dit que le groupe est non abélien. En général, ce sont des groupes nettement plus compliqués, et on va en voir un. Voilà, et nous n'allons pas trop vite, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.